Bonjour, bonjour à tous. Des coups, des moqueries à répétition, des insultes, cela se passe dans la cour de récréation, à la cantine ou même en classe. Les enfants sont mis à l'écart, isolés et deviennent une proie, une cible. Ils sont victimes de harcèlement scolaire. Il y a 2 ans, nous avions enquêté sur ce phénomène presque méconnu en France. Nous nous étions intéressés à l'histoire de ces enfants comme Noélanie, 8 ans, qui tentaient de dire avec leurs mots, leur souffrance, leur détresse et appel au secours. Noélanie, elle est morte. La justice n'a pas établi de lien entre ce que la petite fille dénonçait et les causes de sa mort. La petite fille ne s'était pas confiée à ses parents. Une fois, elle me disait, papa, je veux pas aller à l'école, papa, je veux pas descendre de la voiture. Je disais, t'inquiète pas, Noélanie, je vais te récupérer ce soir. Et tous les jours, je t'ai amené à la mort. Nous avons choisi de retourner voir les parents de Noélanie et puis nous avons relancé notre enquête. Aujourd'hui, comment l'éducation nationale affronte-t-elle cette question du harcèlement à l'école? Quels moyens sont mis en place pour lutter contre ces situations? Voici la suite de notre reportage. Sur l'île de la Réunion en février dernier. Comme chaque semaine, Christine Senet installe le stand de son association. J'ai oublié de l'amener. Une association qui lutte contre les violences à l'école et le harcèlement. Marché, école, mairie, elle sillonne l'île pour faire des actions de sensibilisation. Ce jour-là, elle a choisi une galerie commerciale et anime un atelier de dessin pour que les enfants s'expriment. C'est le stand d'une association, c'est gratuit. Si le petit veut venir lire des livres gratuitement sur la violence et les jeux dangereux. Quand un copain dit t'es pas capable de jouer à ceci ou à cela et que c'est dangereux, donc là c'est à toi de marquer ce que tu veux que ton petit personnage fasse. Les enfants vont devoir donc compléter les bulles de parole. Voilà. Donc c'est à eux vraiment de créer leur histoire. Par exemple, là, dans notre histoire, l'enfant lui propose un jeu de défi, t'es pas capable de faire ceci, cela. Mais là, ça peut très bien être, demain tu m'amènes des sous, sinon je te tape, une scène de raquette. Ou alors ça peut aussi être une espèce de gros, vraiment une scène de violence où on se moque de lui. Et là, en fait, c'est pour prendre conscience qu'il est capable de trouver des solutions lui-même, pour lui ou pour ses camarades. Qu'il peut dire non à certaines propositions de... Il peut dire stop comme c'est écrit là. Il peut dire stop, voilà, arrêter, etc. Voilà. Parmi les enfants venus spontanément, Christine repère Romain, 9 ans. Il est en CM1. Elle craint qu'il ne soit victime des moqueries de ses camarades. Et toi, à l'école, des fois, il y a des enfants qui sont méchants aussi avec toi? Ils se moquent parce que tu es un peu fort? C'est ça? Ils sont méchants, hein, les enfants avec ça. Tu as l'impression que c'est de toi qu'on parle un petit peu. Bon. Donc, tu sais quoi? Je vais te laisser le livre. Tu le prendras chez toi. Tu le montreras bien à ta maman. Et en fait, comme tu as vu dedans, il y a toujours des solutions quand on est victime. Il ne faut jamais garder un secret comme ça ici, d'accord? Il faut le dire à quelqu'un. Ne laisse pas te dire que tu ne vois rien du tout, d'accord? Si Christine Senet est aussi investie dans ce combat contre le harcèlement, c'est qu'elle est certaine d'avoir perdu un enfant dans ces conditions-là. Son association porte le nom de sa fille, Noélanie. Christine Senet est persuadée que des enfants victimes de harcèlement sont en danger à l'école. Elle veut être leur porte-parole. Quand vous êtes informé de l'existence de ces pratiques, quand vous voyez la réalité de ce qui se passe, que des enfants meurent, restent handicapés, des fois se suicident de plus en plus jeunes, parce qu'ils sont victimes de violences scolaires, qui pensent ne pas avoir de solution pour que ça cesse, pour nous, parents d'enfants victimes, il est absolument inconcevable de ne pas continuer à informer, à sensibiliser, quoi. C'est pas possible. Chaque enfant qui subit, pour nous, c'est un petit peu comme notre fille, quoi. Il y a 2 ans, nous avions rencontré Christine et son mari. Ils vivaient à 10 000 km de la Réunion, dans les Pyrénées-Orientales. C'est là que leur fille adoptive, Noélanie, âgée de 8 ans, est morte brutalement en 2007 après une crise d'épilepsie aiguë et un accident cérébral. Elle était harcelée par un camarade de CM1 à l'école du village. Noélanie avait elle-même lancé un SOS, une lettre où elle décrivait les sévices dont elle était victime. Il s'est passé un problème grave à l'école par rapport à... m'a étranglée dans le rang de la 2e cour. Je sais que si je ne me défends pas, je finirai par mourir pour toujours. Et puis, je n'arrive pas à trouver une solution pour m'aider et que je n'ai plus à en souffrir. Elle a donné en main propre. Voilà, à l'école, ils reconnaissent l'avoir eu et avoir préféré garder ça en interne. Alors que c'est pas du tout ce qu'ils auraient dû faire. Et elle a donc posté en gendarmerie. Voilà, ils sont venus nous voir le 7 novembre.
pour nous dire qu'ils avaient reçu une lettre le 6 octobre et qu'ils n'avaient pas que ça à faire, s'occuper des problèmes de cours de récréation. Comme beaucoup d'enfants harcelés, la fillette avait choisi de ne rien dire à ses parents, par honte ou pour les protéger. On a imprimé certaines photos qui étaient vraiment belles. Celle-là, elle était en train de faire la roue devant son école primaire, après la sortie des classes. Et quoi, une fois, elle me disait, papa, je veux pas aller à l'école, papa, je veux pas descendre de la voiture. Je lui disais, t'inquiète pas, Noélie, je vais te récupérer ce soir. Et tous les jours, j'étais amené à la mort. Pour étayer leur dossier judiciaire, les parents de Noélanie et leurs proches recueillaient chaque témoignage prouvant le harcèlement. Donc on a une petite fille qui a pu observer l'agresseur en train d'insulter Noélanie de sale noire et de lui mettre des claques. Il a tapé Noélanie, il lui a donné des coups de poing dans le ventre à chaque récréation. Un enfant du groupe l'étranglait. Voilà, donc on a quand même pas mal d'éléments qui prouvent qu'elle était en situation de violence scolaire. Il n'y a aucun doute sur ça. Non, c'est sûr. À Perpignan, Jean-Pierre Dresneau, le procureur qui suit l'affaire depuis le début, considère que rien ne permet de penser que la jeune fille était harcelée à l'école. Je ne l'ai pas démontré, l'enquête préliminaire ne l'a pas démontré, l'information pour recherche des causes de la mort ne l'a pas démontré. Il y a au bas mot quelque chose comme 60 ou 70 témoignages qui ont été recueillis par les gendarmes sur 2 périodes et on n'a pas démontré des violences particulièrement graves à l'encontre de Noélanie Sené. Bon, je vous le répète. Alors moi, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien eu. Après ce tournage, le procureur a classé l'enquête, estimant que Noélanie n'était pas décédée à cause des violences qu'elle subissait à l'école. Une décision définitive. C'est pour fuir cette décision de justice que les Sénés se sont installés à Piton-Sainte-Rose, à l'est de l'île, dans cette modeste maison. En métropole, Christine était puéricultrice en maternité, Pascal menuisier, mais aujourd'hui il ne travaille plus. Malgré cette situation précaire, tous deux restent sûrs d'avoir fait le seul choix possible. C'était vraiment vital, on ne peut pas dire autre chose, Pascal. C'est vraiment vital de partir, quoi. Comme beaucoup de papas, la première action, c'est faire confiance à la justice. Sinon, je vais rendre justice par moi-même. Et donc, je pense que c'est un sentiment qui est quand même relativement humain. Et il fallait vraiment qu'on se préserve de ça parce que c'était quelque chose qui était vraiment dans les têtes, quoi. Vous aviez des pulsions de faire quoi et contre qui? De vengeance, tout bêtement, de venger Noélanie. On sait qu'il y a des adultes qui ont laissé faire, donc la première vengeance, c'est vers les adultes, c'est pas vers l'enfant ou les enfants qui sont la cause du décès de Noélanie, c'est vers les adultes qui sont les responsables. Quelle vie de famille ont-ils pu reconstruire ici, avec leurs 4 autres enfants? Même dans les moments de détente, comme à l'occasion de ce pique-nique, c'est à couteau tiré entre Christine et Pascal. Qu'est-ce qu'il a, Raphaël? Oh, il est fatigué, Raphaël, c'est tout. Il n'y a pas un bac de glace, là, tu sais où? Le couple a du mal à se retrouver. Il a chaud, Raphaël. Mais le fait de venir ici, ça n'enlève pas le chagrin. Il ne faut pas croire que derrière un petit sourire, on est devenu champion du monde, du paraître, du faire semblant, comme beaucoup de parents, malheureusement, qui ont perdu un enfant. Ça vous permet de retrouver un équilibre avec les enfants, par exemple? Non. La réalité, c'est celle-là, c'est qu'on est, je pense, de toute façon, on est détruit, anéanti. Ça ne pourra rien changer, peu importe, même si on changeait de planète, ça ne suffirait pas. Depuis notre précédent reportage, les parents de Noélanie ont déposé une nouvelle plainte contre l'école et la gendarmerie pour défaut de signalement. Comment l'État gère-t-il aujourd'hui ces affaires de violence et de harcèlement scolaire? Les plaintes des enfants et de leurs parents sont-elles désormais entendues? À 10 000 km de là, près de Lens, dans le nord de la France, Béatrice et Olivier Fourment en sont eux au début de leur combat judiciaire. En fin de journée, comme ils s'y efforcent chaque semaine, ils vont rendre la plus douloureuse des visites. Leur fille, Pauline, avait 12 ans lorsqu'elle s'est donné la mort, victime, selon ses parents, de harcèlement scolaire dans sa classe de 6e.
Comment on peut autant être pleine de vie et tout à coup tout arrêter en quelques secondes? Et comment on peut torturer quelqu'un de si gentil? Toujours en train de me faire des câlins, des bisous, toujours. Peut-être plus rien. On s'imagine pas qu'on va nous voler notre enfant. On se projetait dans l'avenir, je lui disais quand je vais te marier, on parlait de plus tard, de ce qu'on fera ensemble. On ne peut pas s'imaginer ça. Il ne faut pas que ça reste impuni, c'est pour ça. Il ne faut pas que ça reste impuni. Je ne peux pas accepter ce qui s'est passé. Pauline s'est suicidée juste après les fêtes de Noël, à la veille de la rentrée, le 2 janvier 2012. Avant ce drame, son comportement n'avait éveillé aucune crainte chez ses parents. Les Fourmans, une famille soudée selon les témoignages que nous avons recueillis. Les 2 parents travaillent. Pauline était l'aînée de leurs 3 enfants, suivie de Thomas, 10 ans en haut à droite, et Corentin, 9 ans, au premier plan. C'est dans la chambre de Thomas, son frère, son complice, que Béatrice souhaite évoquer Pauline. Une enfant curieuse et téméraire, plutôt casse-cou, à 1000 lieues d'un futur bouc émissaire. Ah, c'est toutes les photos de Pauline, bébé, les kermesses, avec son grand-père, avec Thomas, beaucoup avec Thomas parce qu'ils étaient extrêmement fusionnels, donc ils étaient toujours ensemble. Pauline avec son sourire, Pauline, elle explosait de vie en fait, elle explosait de joie et de gentillesse, Pauline. Voilà, même bébé, elle a la patate quoi, c'est hallucinant, elle était tout le temps comme ça. C'est ce qui nous reste, c'est ce qui nous permet de tenir le coup. Au mur, un grand portrait de Pauline en habit de fête, le dernier. C'est la photo qui a été faite le soir de Noël, donc une semaine, jour pour jour avant son décès. Et c'est la première fois qu'elle se maquillait, parce qu'elle est... comment dire? Elle voulait qu'on l'apprécie pour elle, en fait. Elle était nature. Jusqu'à son entrée en 6e, Pauline était bonne élève, une élève fière d'entrer au collège selon ses proches. Jusqu'au collège, elle n'a pas eu de problème d'intégration particulier. C'est vraiment 15 jours après la rentrée où ça a commencé vraiment à devenir... au fait qu'elle vienne me voir en me disant oui, on m'embête, on se moque de moi. La plupart des élèves victimes de harcèlement ont tendance à se réfugier dans le silence, selon les spécialistes que nous avons rencontrés. Mais pas Pauline. Dès la fin de septembre 2011, elle parle de ses problèmes à ses parents. D'après ce que j'ai compris, bon, ils se moquaient d'elle, donc c'était tu sais pas parler, tu t'habilles mal. Pauline nous avait dit j'en ai marre parce qu'elle adorait la piscine. J'en ai marre, chaque fois que je vais à la piscine, on coule, on fait des croche-pieds, on crache dessus. Quand elle allait aux toilettes, quand elle était à la cantine, en fin de compte, elle était en permanence persécutée. Ces comportements sont l'œuvre de 3 jeunes filles. Au mois d'octobre, les insultes et les crachats n'ont pas cessé. Béatrice Fourmans tente de s'interposer à la sortie du collège. Elle m'a fait voir cette bande de filles-là, donc je suis allée les trouver. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Puis j'ai dit, maintenant, il faut arrêter. Je dis, si vous vous entendez pas, séparez-vous, chacun de votre côté, vous vous ignorez, tout ira bien. Ouais, qu'est-ce que tu viens me parler? Je parle pas avec toi, je te connais pas, j'ai rien à te dire. De là, j'ai aperçu le proviseur adjoint, donc je suis allée lui parler. Et il m'a dit, oui, bon, on va surveiller Pauline, vous en faites pas, on s'en occupe. Mais les violences continuent. Le 4 novembre, à la suite d'une nouvelle agression, ses parents décident d'agir auprès de la direction du collège. Pauline m'a dit, ils m'ont traîné à terre. Ils m'ont fait tomber, ils m'ont traîné à terre. Donc de là, on est allé chez le médecin qui a constaté les coups. Pour preuve, le certificat médical daté du 9 novembre. Pauline déclare souffrir de lombalgie, constatation d'érosion cutanée lombaire et de lésions n'entraînant pas une ITT, donc interruption temporaire de travail. Dans la foulée, la mère de Pauline annonce au chef d'établissement qu'elle s'apprête à porter plainte. Voilà ce qu'il lui répond. Mais non, il ne faut pas aller jusque-là, on va gérer ça en interne, on va s'en occuper. Et il nous a dissuadé de porter de déposer cette plainte. Et moi j'ai eu confiance, j'ai eu confiance.
Convaincus que la direction du collège va agir, les Fourmans renoncent à poursuivre les 3 jeunes filles. De son côté, Pauline ne se plaint plus, ne dit plus rien à ses parents. C'est bien plus tard, grâce à ces lettres de condoléances écrites par des collégiens, qu'ils découvriront que les violences ont continué jusqu'aux vacances de Noël. C'est sous cette forme-là, de simples papiers, qu'ils ont été mis avec des condoléances. On a pu définir ce qui s'était passé, mettre les événements bout à bout et se rendre compte que c'était réellement un harcèlement avec des violences permanentes. Nous avons retrouvé plusieurs élèves qui avaient témoigné du long calvaire de Pauline. Dans un hôtel du centre-ville, elles ont accepté de nous répéter ce qu'elles ont écrit dans des petits mots de condoléances. Nous avons protégé leur identité. Elle s'est fait taper dans les toilettes, ils ont mis sa tête sous l'eau et tout. Il y avait des élèves qui crachaient dans son assiette. Même en dehors du collège, elle s'est fait taper dans la rébus, des coups de poing et des coups de pied. Il y avait des filles qui l'insultaient. Putain, connasse. Et grosse pute, t'as pas mis de jupe. Ta mère la chienne. Et ça, c'était les 3 filles Oui, toujours les mêmes. Elle disait rien. Rien du tout. Elle se laissait faire. Elle espérait que ça allait plus recommencer, mais ça a recommencé. Alors qu'elle aurait dû faire l'objet d'une protection toute particulière, au mois de décembre, Pauline subit une énième agression d'une rare violence. C'était en récréation. On lui avait donné des coups dans le ventre. On a été voir M. Ganard. Le principal adjoint du collège. Qui nous a dit qu'il fallait voir l'infirmerie. Puis on a dit qu'elle lui avait donné un médicament. Ça se passait pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait s'en occuper plus tard. Il disait que c'était des gamineries, que ça allait passer et tout. Ils nous ont toujours répété ça, mais ça n'a pas passé. Elle a écrit dans son agenda « Je veux me buter ». Pauline est désespérée. Mais pour elle, les vacances de Noël, loin de ces harceleuses, sont un répit. Jusqu'à la veille de la rentrée, le 2 janvier 2012. Je lui ai fait un bisou, je lui ai dit « À demain, ma chérie, je t'aime ». Elle s'est retournée avec son sourire, elle m'a répondu « À demain, maman, je t'aime ». J'ai éteint la télé, j'ai dit « Allez, tout le monde couché, demain il y a l'école ». Et là, j'ai vu son visage changer. Mais vraiment changer, quoi. C'est de là, bon, elle est montée, pas contente du tout. À quelques centaines de mètres, dans la maison qu'ils habitent à l'époque, il est 23h30. La fillette se relève, prend le fusil de chasse de son père, le charge, puis va se donner la mort dans la cuisine au bout de la maison. C'est son frère Thomas qui la découvre en premier. Donc on a entendu les hurlements, et on est descendu et on a découvert Pauline. Bon sang, Popo, qu'est-ce que t'as fait? Et puis rien à faire, quoi. Rien. C'est fini, on est là, on a obligé de constater, en fin de compte, la dure réalité, c'est tout. Elle l'a fait, elle a mis fin à ses jours, elle s'est suicidée. Et après, vous vous êtes dit quoi, vous? Que c'est de ma faute, quoi. Ça reste quand même avec mon arme, et c'est... On ne m'enlèvera pas de l'idée que c'est la peur de la rentrée qui a fait qu'elle ait fait ça. Donc voilà, elle voulait en finir, c'est tout. Pour les parents de Pauline, sa mort ne doit pas rester impunie. Le 5 janvier 2012, quelques jours après le suicide, ils ont porté plainte pour non-assistance à personne en danger contre le collège Jean Jaurès. Voilà, c'est ici que tout s'est passé. Elle a déposé là le matin, elle passait en courant comme ça pour rentrer. Elle courait, d'ici jusque derrière, elle courait. Qu'est-ce qui vous a décidé à poursuivre directement ce collège? Il y a eu un manquement à leur devoir de sécurité. Ils n'ont pas protégé mon enfant tel qu'elle aurait dû l'être. Non, il y a un dysfonctionnement réel. Est-ce qu'il faut que la mort se produise dans l'établissement pour faire réagir l'opinion publique? Je ne sais pas. Parce que nous, on se pose la question. Pour les Fourmans, aucun doute, le collège n'a pas su répondre aux violences subies par Pauline. Peut-être parce que dans cet établissement, aucune action spécifique n'est menée pour lutter contre le harcèlement.
Dans la banlieue de Nîmes, le lycée professionnel Gaston Darboux a la réputation d'être un établissement difficile. Voilà pourquoi, depuis janvier dernier, le ministère de l'Éducation nationale y a affecté Jean-Yves Sauly. Bonjour Myriam. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. À 47 ans, cet ancien militaire et éducateur sportif y entame sa deuxième carrière, celle d'APS, assistant de prévention et de sécurité. C'est pas fou, là. Ce sont les différentes caméras que nous avons sur le site et qui permettent justement de regarder un peu que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'agitation, pas de choses un peu suspectes dans les couloirs. Notre but de l'APS, c'est de prévenir. Donc plus tôt on intervient sur une agitation, mieux c'est. Ça peut très vite, la violence peut aller très très vite. Hein. Créés à l'automne 2012, les 500 APS recrutés par le ministère s'occupent d'abord de sécurité. C'est une ronde que tu fais? En quelque sorte, je regarde si tout se passe bien, s'il n'y a pas eu d'effraction. Donc on regarde un peu, on est vigilant, on passe un peu partout. Dans cet établissement où près de la moitié des 730 élèves sont en difficulté, Jean-Yves Sauly doit savoir recadrer ses adolescents, mais aussi les écouter. Ce matin, il reçoit Jessica, qui était menacée par une camarade de classe. Il fallait qu'on fasse un point donc, de votre situation, suite à ce qui s'est passé. On vous a accusé sans preuve d'un vol, donc qui peut s'apparenter à de la diffamation. Et on vous a menacé de vous frapper. Donc à partir de ce moment-là, on vous a envoyé ça sur le portable? Jessica avait répliqué par la violence en faisant venir ses grandes sœurs au lycée. Jean-Yves Sauly lui explique ce qu'elle aurait dû faire. Ah, vous voyez, ça c'est le site internet. Dans l'aide à la scolarité, vous avez l'infirmière, l'assistante sociale, moi-même, l'APS et le conseiller d'orientation. Et si vous cliquez sur mon nom, par exemple, marquez « N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos difficultés ». Plutôt que de faire ce qui s'est passé et de faire intervenir vos sœurs, vous m'envoyez, même le soir, un mail en disant « Monsieur Sauly, j'ai reçu un fichier où on m'insulte, où on me menace. Moi, dès le lendemain matin, j'interviens. Et tout se passe bien. OK? D'accord. Vous pouvez y aller, ça. Nous demandons à Jessica de nous faire écouter les menaces reçues sur son téléphone. Et vous reconnaissez les voix? Ouais. Ils sont combien là? Ça doit être, je sais pas, 4, 5. Et vous avez eu peur qu'ils vous harcèlent après? Aujourd'hui, l'affaire est close. Pour faire retomber la tension, Jessica est restée chez elle pendant une semaine. Son accusatrice, quant à elle, a définitivement quitté l'établissement. Avec ses médiateurs, l'Éducation nationale veut renforcer la surveillance des cours de récréation. Mais il y a bien longtemps que le harcèlement dont peuvent être victimes les élèves déborde le cadre du lycée. Il y a 2 ans, nous avions rencontré Éric de Barbieux, ancien instituteur. C'est lui qui suivait le dossier harcèlement scolaire au ministère. À l'époque, il nous avait alertés sur ce qui allait devenir le problème numéro 1 des enfants et des ados, le cyberharcèlement. Aujourd'hui, la plupart des adolescents ont un espace personnel sur Internet qui les rend très vulnérables. Si vous voulez, le problème du harcèlement, du cyberharcèlement, c'est que ça abolit l'espace et le temps. Bon, il n'y a pas d'espace clos. Hein. Je veux dire, la gamine ou le gamin qui reçoit ça par SMS, souvent par SMS, parce qu'Internet, il ne faut pas oublier en plus que la plupart des gosses, maintenant, ils ont accès à Internet, mais par leur téléphone portable, ça se passe au milieu de la classe. Ça se passe à 2 h du matin chez eux. Et immédiatement, ils pensent que le monde entier, c'est vrai, c'est leur monde à eux, hein, le voit. Donc bon, bien sûr, les conséquences là, peuvent être assez dramatiques sur le plan de l'image de soi, sur le plan comment dirais-je, de risque de dépression, des choses comme ça. C'est multiplié maintenant, les risques du harcèlement, avec ces phénomènes de cyberharcèlement. 2 ans plus tard, comment l'Éducation nationale protège-t-elle les élèves de cette violence verbale qui se déchaîne parfois sur Internet ? Cette mission, le ministère l'a confiée à une association e-enfance.
Dominique Delorme coordonne ces actions de sensibilisation réalisées auprès des élèves et peut témoigner que les problèmes peuvent commencer dès le collège. Exemple avec ces échanges sur les réseaux sociaux entre deux jeunes filles scolarisées en 5e. Donc qu'est-ce que t'as insulté les mères? J'insulte ta mère, toi tête de cul, clochard que t'es, je vais te niquer ta race de salope. Tu vas voir, tu vas rien capter toi et ton mec de mes deux, va niquer ta race, sale merde. On voit très nettement dans le texte que la harcelée est une véritable harcelée, qu'elle ne répond pas, ou du moins qu'elle est excessivement passive. Elle subit. Là ici, on voit, t'as pas le droit d'aller dans tel endroit de la ville, mais je t'ai dit que j'y étais plus, tu m'as dit pas ce week-end, etc., etc. Donc on est vraiment sur des niveaux de menaces aussi. T'as pas le droit de fréquenter un quartier de la ville. Et puis, donc, on a là, ensuite un aveu. D'abord, calme-toi, parce que tout à l'heure, à la cantine, quand je t'ai giflé, t'as fermé ta gueule, t'as conduit à manger, etc., etc., etc. Et donc là, on est sur de la violence en plus physique. Et depuis combien de temps, à votre connaissance, elle subissait ça? Des semaines, des mois? Plusieurs mois. C'est-à-dire que c'était au moins depuis le début de l'année scolaire. Et nous étions à quel moment? C'était au mois de juin. Donc, en fait, elle a quasiment dû subir tout ça pendant toute l'année scolaire. Dominique Delorme a demandé à l'établissement de convoquer les deux élèves et leurs parents pour régler le problème. Ces témoignages, il les recueille sur le terrain auprès des élèves. Ce matin, il se rend à Luzarches, en région parisienne, au collège Anna de Noailles. Durant près de 4 heures, devant 2 classes, la 3e D, puis la 3e B, il va donner des conseils aux ados pour éviter les pièges du net. On va parler du cyberharcèlement. Qu'est-ce qui fait que je suis harcelé? Au début, les élèves semblent un peu intimidés. Ça pédale, hein. Agitez vos neurones. Je reçois un SMS qui m'insulte. Est-ce que je suis harcelé? C'est répétitif, c'est plusieurs sur un long terme, parce qu'on continue, on a sans cesse à l'insulter. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est la répétition. Si tous les jours je reçois des insultes et des menaces, je suis harcelé. Moi, je connais quelqu'un, elle était sur Facebook. Et on a pris une de ses photos, on a fait un montage et après on l'a diffusé. Oui, c'est un exemple. Les comptes Facebook, prenez l'habitude toujours de fermer vos sessions. On ne sait jamais qui peut passer derrière vous. Les élèves de 3e visionnent ensuite un film dans lequel un adolescent au physique un peu rond devient le souffre-douleur de sa classe. Pour se moquer de lui, des élèves le filment et partagent les images sur un réseau social. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieux... Les images dérangent. Cette fois, les réactions fusent. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce film? C'est un peu abusé. C'est un peu abusé? On fait pas ça juste pour rigoler. On fait pas ça juste pour rigoler, oui, effectivement. C'est immonde. C'est humiliant. C'est humiliant. C'est honteux. C'est honteux. Là, on a pris quelqu'un qui est gros. Ça pourrait être quelqu'un de couleur, ça pourrait être n'importe quoi. C'est absolument intenable. Donc, faut le dire, il faut agir. C'est pas en se taisant que ça va arranger les choses. Effet immédiat, Arthur demande la parole. C'est un de nos amis qui avait des petits problèmes de corpulence, mais qui voulait le perdre en faisant du sport, mais sauf qu'en sport il était pas bon, donc beaucoup de gens le critiquaient. Et les entraîneurs nous ont dit qu'il fallait vraiment arrêter de faire ça. Ils ont convoqué les parents pour en parler et on en a parlé avec eux à plusieurs occasions. Et ça s'est arrêté? Non, parce que il y a beaucoup de gens en dehors qu'on connaît pas qui viennent et qui continuent d'insulter sur la corpulence. Et donc voilà, ça s'arrête pas. Le phénomène du harcèlement, à nouveau, c'est toujours un groupe de gens. C'est toujours au moins 2 personnes, si ce n'est 3 ou 4. Et ensuite, vous avez des spectateurs. C'est en fait des gens qui vont être au courant et qui, en règle générale, ne disent rien. Ouais. Non, je vous vois atterré. C'est pas bien. Non, je veux dire, ça peut faire de la peine et ça peut être dangereux pour la personne. Elle peut se suicider, elle peut faire des conneries, quoi. Ouais. Et en plus, c'est inutile de faire ça. C'est inutile? Bah oui. Je trouve ça complètement stupide. À écouter tous ces élèves de 3e, le message de Dominique Delorme serait donc bien passé au collège de Luzarches. C'est à la demande de son directeur que ce débat a été organisé ce jour-là. Mais tous les chefs d'établissement ne semblent pas avoir pris la mesure du problème du harcèlement. Retour à Lens, au collège Jean Jaurès. C'est là que Pauline était scolarisée et harcelée selon ses parents et ses camarades.
La direction du collège a refusé toutes nos demandes d'interview. Mais face aux accusations de négligence des parents de la collégienne, nous avons insisté. Finalement, un des membres de l'équipe dirigeante a accepté de discuter à bâton rompu. Messieurs, dames, bonjour. Vous évoquez un harcèlement, c'est à l'enquête de le démontrer. Nous, on n'a aucune raison d'avoir eu connaissance d'un harcèlement et de ne pas l'avoir traité. Des taquineries entre élèves, ça existe depuis que l'école existe. Est-ce que pour autant, il faut les qualifier de harcèlement? Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais, M. ici même, dans cette salle, 2 jours après le drame, après avoir eu tous les éléments, a fait remonter au cabinet du ministre de l'époque une information comme quoi le collège avait fait son boulot. C'est le mot qu'il a employé. La direction du collège affirme n'avoir rien à se reprocher. Selon notre interlocuteur, si le suicide de Pauline est un drame, c'est un drame familial. La justice semble lui avoir donné raison. Fin janvier, les Fourmont ont appris que le procureur de Béthune avait classé sans suite l'enquête sur la mort de Pauline. Mais pour son frère, Thomas, 12 ans, il va falloir apprendre à grandir avec cette absence. J'y pense tout le temps. Puis, je voulais pas rester tout seul parce que je m'ennuie. Parce que dès que je faisais quelque chose, on le faisait ensemble. J'avais entendu parler de petits mots que t'écrivais. Raconte-nous ça. Je faisais des mots, puis j'allais les mettre sur sa tombe. Et tu te racontais quoi dans ces mots? Qu'elle me manquait, je gagnais des matchs de basket et tout. Pour, je sais pas, qu'elle soit fière de moi. Qu'est-ce que tu voudrais toi maintenant? Qu'elle revienne. Je pense à tout ce qu'on aurait pu faire après. Ses parents ont déjà décidé de déposer une nouvelle plainte, déterminés à se battre pour la mémoire de leur fille. Bonjour Marcel Ruffo. Oui, bonjour. Alors vous êtes pédopsychiatre, on n'a plus besoin de vous présenter. Aujourd'hui vous soignez des adolescents à l'hôpital Salvatore à Marseille. Vous avez publié de nombreux ouvrages, vous êtes donc un grand spécialiste de l'enfance. À l'issue de ce reportage, on sent beaucoup de souffrance. Mais ma première question c'est pourquoi certains enfants ont-ils besoin d'en faire souffrir d'autres? Souvent les bourreaux sont eux-mêmes victimes. Souvent, les bourreaux sont maltraités ou alors doutent tellement d'eux qu'ils attaquent quelqu'un sur sa singularité, ne réfléchissant pas à leur propre fragilité, quoi. Et je crois vraiment qu'on voit toujours que le harcelé a un ou quelques harceleurs, puis le ventre mou, quoi. Tous ceux qui ont peur d'être le public, les autres enfants qui sont autour, les enseignants, le personnel des établissements. Non, le harceleur est souvent lui-même fragilisé par sa vie, son environnement, la pensée qu'il a de lui-même. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent être victimes plus que d'autres? Est-ce qu'il y a un portrait type de l'enfant victime de harcèlement? Alors, si on suit ce qu'a fait Éric de Barbieux, quoi, qui a été à l'origine de l'enquête demandée par Luc Châtel, prolongée par Vincent Payon, dans le primaire, donc au niveau du primaire, on dit 12% des enfants sont harcelés, c'est énorme. Donc, 1 sur 10. 1 sur 10, il ne peut pas y avoir de profil type. On sait simplement des choses. On sait que le gros et la grosse sont numéro 1 des harcèlements. On sait l'apparence. Donc des critères physiques. Oui, l'apparence. Le Roux, par exemple, récemment, oui, a fait divers terribles. En savoir. Il y a aussi la vêture. Est-ce que tu es modeste ou pas? Est-ce que tu es d'une autre origine ethnique? Est-ce que tu es handicapé? Vous voyez, on va crescendo dans l'horreur. Les thèmes sexués aussi, sur les filles, les agressions de filles de mauvaise vie, filles faciles, etc. Mais alors, vous qui êtes pédopsychiatre, un enfant qui harcèle, on le punit ou on le soigne? On le soigne, on le sanctionne. Il y a un exemple, chaque fois qu'on pose une question à un national, il dit l'Europe du Nord ou le Canada. Alors allons au Canada si vous voulez. Au Canada, ils ont quelque chose de très très efficace. Un enfant est exclu lorsqu'il fait ça. Mais il est exclu, mais il n'est pas exclu pour être à la maison et recommencer comme un héros lorsqu'il revient. Il va dans un centre de réadaptation où il fait du sport, de l'école, etc. Et il revient, et dans 70% des cas, les phénomènes d'agressivité, etc. s'arrêtent. Donc il faut mettre aussi le soin au bourreau protège la victime, quoi. Et la victime ne se sent pas coupable d'avoir été agressée si le bourreau est condamné, entre guillemets, à être traité. Des situations tragiques, il y en a eu récemment dans l'actualité, là au mois de février, ces 2 enfants qui étaient victimes de harcèlement.
ils se sont donné la mort. Comment éviter l'irréversible quand on est parent? Comment faire? Y a-t-il une prévention pour les actes suicidaires? Je crois que oui. C'est toujours être supporter de son enfant, surtout quand il va mal. Un vrai supporter, d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui gère le succès d'une équipe nantie de vedettes, vous voyez de qui je veux parler, et qui gagne. Il manquerait plus qu'il gagne pas. Non, non. Le vrai supporter, c'est celui qui est supporter d'une petite équipe qui a peut-être pas trop de moyens, qui a des fragilités, mais qui veut gagner. En fait, c'est cette réserve d'espérance que doivent porter les parents, les grands-parents, les amis, les proches, les camarades. Vous êtes pédopsychiatre, vous avez sûrement eu des enfants en consultation qui sont harcelés. Qu'est-ce que vous leur dites? Et moi, oui, ça m'arrive souvent. Les parents viennent voir pour une fois que le harcèlement est dépisté, avéré, ils viennent me voir en disant aidez-les, quoi. Et moi, j'essaye vraiment de refaire une peinture narcissique. Vous voyez, je suis comme avec un pinceau, je leur dis je trouve des choses très intéressantes en toi et vraiment avec toi je les partage, quoi. C'est une sorte de soutien sur leurs qualités qui sont énormes et qui permettent comme ça d'éliminer les traumatismes, d'éliminer en tout cas d'essayer d'oublier les traumatismes qu'ils ont subis. C'est toujours d'aller dans le sens positif. En quelque sorte, je suis un psychiatre optimiste. Vous effacez l'image dégradée. J'efface. Et vous redessinez une belle image. Je dis, mais raconte-moi un beau souvenir d'école, raconte-moi un prof qui t'a plu. Est-ce que tu as ta meilleure amie à l'école maternelle ou ton meilleur ami quand tu étais au primaire? Et là, paf, dans le sourire de ces gosses malheureux, réapparaît la possibilité de tricoter comme ça un avenir pour eux alors qu'il a été abîmé dans la réalité de leur quotidien. Merci Marcel Ruffo d'être venu nous faire partager votre expérience et votre expertise sur ce plateau. Avant de nous quitter, un site internet et un numéro vert contre le harcèlement, il s'affiche sur notre écran. Et puis je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui lui s'adresse aux grands-parents. À vous de jouer, c'est le message que vous leur adressez. La semaine prochaine, la suite d'une enquête réalisée il y a 3 ans sur les centres d'appel téléphoniques qui se cachent derrière ces coups de fil inopinés. Tout de suite un extrait. À Dreux, il y a une entreprise dont vous ne connaissez pas le nom, mais dont vous avez forcément entendu parler. C'est une offre quand même très intéressante. Si vous voulez vous abonner à une célèbre chaîne cryptée, ou si vous rencontrez des problèmes avec votre mutuelle, donc le dépassement d'honoraires n'est pas remboursable. Les 300 téléconseillers d'Intelsia, là je fais le nécessaire madame, assurent le service clientèle ou le service commercial de 4 entreprises. La plupart des salariés ont moins de 30 ans. Philippe, lui, en a le double. Je vous demande de patienter un instant. Philippe a un jeune collègue qu'il côtoie de très près. Un collègue qui régulièrement vient écouter par-dessus son épaule. Il s'appelle Mourad, 36 ans. Ça va Philippe? Dans 30 secondes, reprends ta com. Dans 30 secondes, reprends ta com. C'est le superviseur de Philippe. Entre Philippe et le client de la mutuelle, la conversation est un peu trop longue, au goût de Mourad. En moyenne, un appel doit durer 5 minutes. Philippe en a déjà passé plus de 8 au téléphone avec ce client de la mutuelle. C'est trop pour espérer tenir la cadence que Mourad doit faire respecter. Toutes les 2 heures, les statistiques de l'équipe sont rendues publiques pour motiver les troupes. Marwan, par exemple, il a 7,30. Il a pris 14 appels. Marina, c'est bien parce qu'elle a 3,56 normalement et le plateau est à 6,20 donc elle a la moitié. Elle est plus rapide dans sa prise d'appel. Ça leur permet de savoir où est-ce qu'ils en sont et comment ils doivent après accélérer ou ralentir la cadence. Et puis n'oubliez pas France2.fr pour voir et revoir nos reportages et les réseaux sociaux pour vos réactions, vos suggestions. Merci à vous tous pour votre fidélité. Très bel après-midi sur France 2.